Bonjour à tous. Je suis ravie de présenter ce webinaire aujourd'hui, consacré, comme on l'a dit, sur les bonnes pratiques de finition et le choix des matériels. Claudia Meunier, après 14 ans de fabrication en mobilier haut de gamme et présentoir pour le monde de la publicité, j'ai pris mes fonctions il y a bientôt 2 ans au FCBA en partie consultance dans l'atelier finition pour la recherche et le développement. Et je réalise des solutions, des prototypes ou des mini-séries par pulvérisation ou application en vernisseuse à plat. On a également à Champs-sur-Marne un laboratoire d'essai pour tester les performances et les résistances des rayures, des chocs, des tâches, voilà, les performances des finitions également. Et on a un atelier de 700 mètres carrés où il est possible de venir tester, expérimenter et développer vos produits ou votre process finition. Donc, le programme se déroulera en 4 temps. Donc, la première partie portera sur les bonnes pratiques de finition pour les artisans TPE-PME. Le deuxième sujet, ce sera les pistolets, matériel d'application pour l'ameublement. Sujet 3, solutions, choix, usage, air comprimé et réseau de distribution TPE-PME. Et les questions-réponses à la fin. Et la petite partie questions-réponses. Ouais. Je te laisse dérouler les points du sujet numéro 1, tu veux que je le fasse? Alors, les règles de base d'une finition pour le premier point. Exemple de défauts courants d'application, choix du support et usinage, ponçage et égrenage, les matériels actuels et cohésion produit et support plus respectueux pour l'environnement. On démarre sur la finition. Donc la finition, voilà, premier point à se poser, c'est à quoi va-t-elle servir? Deux facteurs importants qui sont bien sûr le côté fonctionnel et le côté esthétique. Il faut bien conseiller l'utilisateur, donc en l'occurrence vos clients, sur ce à quoi elle va être destinée. Donc, les finitions doivent être adaptées au support de destination et également à l'environnement où les meubles seront placés. Donc, la phase ultime de production d'un meuble, c'est la finition. Prévoir est essentiel et on a du mal à revenir en arrière à la suite. Donc, les règles de base d'une finition, donc les points clés des conditions d'application sont la propreté de la cabine. Voilà, on le dit jamais assez, mais l'environnement de la cabine est le reflet de la qualité de vos applications. Le dépoussiérage en amont est annulé si jamais la cabine n'est pas irréprochable. Voilà, le désordre peut très très vite s'accumuler. La rigueur est de taille si en plus on a plusieurs opérateurs dans la partie application. Les points d'exclamation sont les points où les protections supplémentaires peuvent être appliquées pour améliorer la propreté de votre cabine. Et bien sûr, un bon éclairage et une bonne ventilation assurent une application et un séchage optimal. Les protections, comme expliqué sur la planche précédente, il existe des protections supplémentaires pour les parois horizontales et verticales. Donc pour le sol, déjà on peut commencer sur une peinture lisse pour éviter les impuretés et le brouillard, que le brouillard s'y accumule, donc l'overspray comme on peut appeler également. Donc, il est conseillé de protéger avec un revêtement supplémentaire et également pour les parois verticales de votre cabine. Là, on a mis la photo sur la droite de la cabine de pulvérisation chez nous, donc à Champs-sur-Marne. Il existe des films de protection transparents avec 4 couches pour optimiser le temps de pose et dépose. Protéger également les vitres, mais aussi l'éclairage. Donc, c'est vraiment un gain de temps qui mérite d'être souligné par la suite pour le nettoyage de la cabine. Donc toujours avec la préconisation des protections supplémentaires, vous avez les supports de pulvérisation, donc pour un hors-poussière et brouillard de pulvérisation, et aussi un gain de temps pour le nettoyage des éléments. Toujours avoir un environnement le plus propre possible.
Pour les combinaisons de peinture, donc jetables ou réutilisables, c'est un EPI qu'on connaît bien, hein, mais c'est également un isolant pour la poussière et les fibres de vêtements. Donc il existe des modèles lavables et réemployables plusieurs fois, donc beaucoup plus écologiques et aussi conçus avec un peu plus d'aisance pour le peintre. On a souvent tendance pour les combinaisons jetables à toucher un petit peu les pièces avec la manche ou alors au niveau de l'abdomen. Donc ces combinaisons réutilisables sont beaucoup plus saillantes et évitent les petits désagréments au niveau de la manipulation des pièces. Donc, on passe sur la partie contrôle et reproduction des mélanges. Donc, on peut voir sur les photos un mélange de type manuel. Voilà, donc pour chaque mélange, il faut se référer à la FT et les FDS. Et quelles sont les indications sur ces fiches et l'importance de leur consultation? Alors, la FT, donc c'est la fiche technique, donc c'est l'indication du fournisseur, hein, où on peut retrouver les rapports de mélange, les types de diluants, le séchage, voilà, donc c'est un petit peu votre fiche de route pour respecter au mieux les préconisations du produit. Et les FDS, donc c'est les fiches de données de sécurité, donc obligatoires pour chacun des fournisseurs, en tout cas de vous la fournir, pour les produits exposés pour la santé et également pour la gestion des déchets. Donc les deux sont tout aussi importantes, mais la fiche technique voilà, fait vraiment la feuille de route de toutes pour l'application. Donc pour la filtration aussi du produit, ça donne une qualité supplémentaire. Donc on peut voir sur la photo de droite. Donc là, c'est des filtres jetables, hein. Donc pareil, se référer à la fiche technique pour le choix du process et le type de filtration. Et pour la préparation du produit, donc là, on est sur un type manuel. Donc pour un mélange homogène et méthodique, catalysation correcte, je vous conseille d'utiliser un agitateur comme on peut voir sur la photo de gauche à usage unique. Voici un exemple type pour être organisé et maîtrisé, donc la reproduction de vos mélanges. Donc, et plus particulièrement aussi quand vous avez fait une recherche de couleurs. Donc, comprendre l'importance, comme on le ferait comme une création culinaire, hein, c'est vraiment indispensable parce que si vous avez plusieurs opérateurs, ça vous permet aussi d'avoir un bon process continu, voilà, suivant les peintres. On a des fois telle ou telle personne qui veut rajouter un peu plus de diluant. Voilà, c'est un peu au cas par cas, mais pour le coup, on n'a pas forcément. C'est un peu, voilà, comme je vous ai dit, la cuisine. Il faut quand même être très très rigoureux pour pouvoir reproduire de façon continuelle le même process. Donc, c'est aussi valoriser le temps de recherche que vous avez pu avoir pour arriver à votre finition. Donc, je vous ai mis quelques exemples sur la petite feuille. Donc, on peut citer le type de support maintenant. Mettons sur lequel vous l'avez appliqué, hein, le type de panneau, c'est un bois massif, un MDF, le type de matériel d'application, donc le pistolet, le type de buse que vous avez utilisé, le nombre de passes du produit, les conditions d'application, donc l'humidité, la température de la cabine, et également le séchage ou la filtration. Voilà, donc c'est un élément somme toute essentiel pour la reproduction de de votre finition. Et dans la continuité de conserver donc les finitions tout simplement appliquées dans vos ateliers, je vous conseille également d'y ajouter des plaquettes test. Donc elles sont très pratiques pour contrôler la précision des couleurs et elles sont munies de bandes noires pour vérifier le pouvoir couvrant comme on peut voir sur la photo du milieu. Il y a plusieurs couleurs qui sont possibles pour reproduire au mieux enfin simuler au mieux les applications que vous allez utiliser au niveau des supports.
Voilà, donc c'est un outil qui peut être aussi très intéressant à valoriser pour votre book ou à soumettre pour accompagner le choix de vos futurs clients. Donc, ça augmente également le sérieux de la prestation et vous donne un côté un peu plus qualitatif. Voilà, donc tout le travail qui a été fait en amont peut être également conservé. Donc, on va partir sur la partie défaut d'application par la gestuelle. Donc la photo de gauche met en lumière l'importance d'un démarrage à l'extérieur de la pièce. Voilà. Faut vraiment comprendre que commencer à l'extérieur de la pièce, c'est pas gâcher du produit, mais vraiment obtenir une couvrance uniforme et constante. Donc bon, mauvais, voilà, j'ai accentué un petit peu les photos et les gestes pour vraiment que tout le monde comprenne bien l'importance de commencer à l'extérieur de la pièce. Et sur la photo de droite, donc on voit aussi l'importance d'un geste parallèle à la pièce. Donc peindre méthodiquement assure un dépôt de produits identiques sur toute la surface. Et on verra que sur la partie ensuite égrenage des applications, c'est très important. Donc, l'angle de pulvérisation et transfert est très importante également pour une bonne application. Il faut tenir son pistolet perpendiculairement à la surface à peindre pour éviter un jet inégal. Donc, on évite ainsi la perte de produit, on obtient un bon taux de transfert sur la pièce, mais aussi on limite la maintenance de la cabine. Un des principes de gestuelle également très important, c'est le chevauchement de vos couches d'application. Donc, chaque passe doit chevaucher la précédente de 50% environ pour obtenir un recouvrement égal sans bande apparente. Donc, la photo de gauche a été caricaturée voilà, avec des rapports clairs et foncés pour bien comprendre le principe, et celle de droite montre le bon geste avec les codes couleurs au niveau des bandes. Et toutes ces gestuelles demandent de la pratique. Il y a un événement qui est prévu prochainement? Alors oui, bien sûr, donc il y a des modules de formation en distanciel un peu plus approfondis sur tous les points du sujet numéro 1 de ce webinaire qu'on est en train de voir, seront proposés dès le deuxième semestre de cette année. Donc voilà, là je survole, on va dire, les points clés, les points importants au niveau de la gestuelle, et ensuite on le verra derrière sur sur les petits matériels actuels. Et également donc des modules de formation en présentiel donc dans nos locaux à Champs-sur-Marne sont prévus également en deuxième semestre, mais aussi 2 sessions prévisionnelles en région dans les ateliers de petite et moyenne taille. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'arriver à comprendre un petit peu toute l'importance de ce dont je suis en train de parcourir. Donc effectivement, oui, il y a besoin de pratiquer pour se rendre compte. Et donc, pour finir sur la partie gestuelle d'application, donc voilà, la distance à respecter pour les courses d'application à réaliser aussi en passe croisée, donc 15 à 20 cm. Voilà, c'est plutôt correct, c'est une moyenne, hein. Si vous êtes trop près, c'est que votre pistolet est mal réglé ou alors qu'il est bouché, donc faut pas hésiter à prendre le temps de vérifier votre matériel parce qu'on peut ensuite avoir des surprises au niveau de l'application après séchage et que ça soit un petit peu plus long à remettre en état. Et donc, si on est trop près, on peut avoir des risques de coulure, on peut avoir des accumulations de produits, du microbullage. Voilà, donc il vaut mieux prendre un peu plus de temps à reprendre son matériel plutôt que entre guillemets, comme on dit, foncer tête baissée et devoir tout recommencer derrière. Et donc, pulvériser par course alternée à droite et à gauche, donc ou à gauche et à droite, hein, suivant si on est gaucher ou si on est droitier. Donc, pour avoir la même quantité de produits déposés. Voilà, une fiabilité à l'égrenage qui n'est pas forcément toujours bien respectée.
Et donc, on obtient pardon, un film uniforme. Donc, on passe sur le choix du support et usinage. Donc, je vous ai mis un petit tableau des panneaux de particules qu'on peut retrouver couramment en agencement et dans l'ameublement. Donc voilà, P1, P2, P3 donc pour milieu sec, milieu humide. Donc après, ça dépend aussi au niveau du prix, la plupart du temps, pour votre choix d'achat. Mais il est vraiment primordial d'adapter le support à l'usage et à la pièce de destination. Voilà, la photo que j'ai pu vous mettre révèle que si le support n'est pas forcément choisi correctement, les risques de dégradation sont bien présentes. Donc, c'est notamment très révélateur, comme on le voit là, sur les meubles où les pièces sont soumises à l'humidité. Donc, type salle de bain ou même cuisine au niveau des points de condensation. Voilà, donc, comme on dit, à bon outil, bon ouvrier, eh bien, à bon support, bonne finition. Donc, le choix de son outil et de l'usinage fait partie intégrante de la qualité de votre finition qui sera à la suite effectuée. Donc là, c'est vraiment très, très important aussi de le comprendre et de le réfléchir vraiment en amont avant la partie application. Donc, on voit que la qualité de la finition commence dès le début de la fabrication. Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment important de comprendre que choisir et entretenir ces outils de découpe assure des surfaces avec le moins d'irrégularité possible. Donc là, je vous ai mis des exemples au niveau des dentures, des lames de scie, mais on peut aussi bien partir sur le principe également avec la dégauchisseuse, la raboteuse. Donc pour le corroyage aussi des pièces en massif, donc on a tendance à passer des fois beaucoup de temps à rattraper les irrégularités de, 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 de fabrication. Donc vraiment pensez que derrière, si jamais c'est pas vous qui faites la préparation des pièces, c'est plutôt agréable pour ceux qui le font de voir que les collègues en amont en fabrication ont pensé à eux. Donc on a aussi une partie formation à Champs-sur-Marne pour tout ce qui est scie à panneaux et machines portatives. Donc, n'hésitez pas également à vous rapprocher de nous si ça vous intéresse. Voilà. Donc encore une fois, un choix adéquat des outils. La qualité aussi de leur entretien est important et la précision du montage également au niveau des portes-outils. Voilà, les vibrations. Je vous ai mis également sur la photo de droite le bon, mauvais. Donc, en soi, on va pas dire qu'il y a il y a rien de bon et rien de mauvais, hein, mais c'est juste que le côté bon, comme je vous ai mis, c'est avec un scissor. Donc on est sur un usinage portatif, hein. Donc on voit bien que l'arête est nette et vive, et le mauvais avec éclat. Donc suivant la destination du produit, on peut avoir tendance à passer beaucoup de temps derrière pour rattraper, encore une fois, le choix d'un mauvais outil, ou en tout cas pas adapté. Donc on passe sur la partie ponçage et égrenage. Et c'est quoi la différence entre les deux? Alors, le ponçage est effectué sur une surface brute et l'égrenage est effectué sur une finition déjà appliquée, donc de type filmogène, hein, donc comme les fonds, les lacs et les vernis. Donc je vous ai mis les ce qu'on peut retrouver assez couramment dans l'ameublement, hein, donc les bois moyennement durs, les bois tendres, le MDF et les plaquages avec marqueterie, donc un peu plus fin. Donc les grains de ponçage en bois dur, on va être entre 120 à 150 pour l'abrasif. Pour les bois tendres, on va être entre 120 et 180 à peu près. Pour la marqueterie, entre 240 et 320. Et pour les MDF, entre 150 et 220 à peu près, pour un ponçage léger qui permettra d'éviter d'atteindre
les couches moins denses du MDF. Donc la nature des abrasifs, pardon. On a plusieurs technos différentes, mais les deux principales natures sont l'oxyde d'aluminium et le carbure de silicium. Voilà, donc l'oxyde d'aluminium est préconisé pour un ponçage donc des bois courants de type hêtre, chêne, voilà, avec un ponçage plutôt progressif, euh, économique et résistant à l'usure. Voilà, il a tendance à s'user en s'arrondissant. Et le carbure de silicium, lui, est préconisé plutôt pour l'égrainage des vernis ou les bois fins ou les bois fruitiers ou qui ont parfois tendance à avoir des contrefils importants. Donc c'est un grain plus technique, voilà, qui a tendance à se cliver et offre des rayures beaucoup plus fines hein, que l'oxyde d'aluminium. Et le tableau que je vous ai mis sur la droite, donc c'est les grains qu'on peut retrouver assez couramment donc dans les ateliers. Et plus le nombre est élevé et plus le grain est dense et fin. Voilà. Et le P juste avant correspond à la norme fait pas. Donc pour le ponçage ou l'égrainage manuel, il y a deux types de cales. Voilà, donc là, je vous ai mis sur la gauche donc les cales souples. Les couleurs correspondent avec les grains différents, donc c'est plutôt bien également pour les utilisateurs de s'y retrouver dans les ateliers. Donc ça s'adapte à la pression, donc ça réduit le risque de formation de creux au niveau du ponçage ou de l'égrainage. Elles sont adaptables pour les contours, donc courbes, profils, voilà, partie moulurée également. Et sur la droite, donc, je vous ai mis la cale dure, donc elles sont adaptées, elles, pour ne pas creuser les pièces pleines et évitent notamment les perces de teinte qui sont parfois difficiles à rattraper derrière. Donc certains modèles, comme sur la photo, permettent également d'agripper des disques abrasifs pour les ponceuses orbitales. Donc ça standarise également vos achats de consommables. Donc c'est plutôt bien pour éviter d'avoir beaucoup de choix et beaucoup d'abrasifs qui traînent dans l'atelier où on ne sait pas forcément quoi prendre. Voilà. Donc pour la partie mécanique, donc là sur la photo de gauche, vous avez une ponceuse orbitale classique et le tableau de droite donc vous donne le choix par rapport à l'usage si vous voulez changer de machine ou si vous voulez investir dans d'autres supplémentaires. Et les courses importantes égale, plus la course pardon, est importante et plus la puissance d'enlèvement est élevée. Donc la course 3 est idéale pour les ateliers de fabrication, finition, parce que comme on peut voir au niveau des précaux, des grains d'abrasif, il y a un panel plutôt large. Et peut-on avoir plusieurs réglages suivant le travail à effectuer? Oui, après ça dépend des ponceuses, hein, suivant les modèles. Mais on peut avoir les trois principaux types de réglages qu'on peut retrouver. Donc c'est linéaire, donc pour le bois dans le sens du fil. On peut avoir aussi le côté excentrique, le mouvement excentrique, donc pour les apprêts, les fonds, voilà, une qualité plutôt secondaire. Et la rotation excentrique, donc là, c'est la finition intermédiaire ou finale, sans cercle ou sans queue de cochon, comme on dit aussi dans le métier. Donc, on va passer sur l'avant-dernier point du sujet numéro 1, donc sujet principal de ce webinaire. Donc, le matériel actuel et les outils pour faciliter les opérations de finition. Donc, il existe des aides pour améliorer la qualité d'exécution et l'ergonomie aussi au niveau de tous vos collaborateurs ou pour vous-même. Donc dans différents postes. C'est aussi des alliés pour gagner en qualité et en rapidité et prévenir également pour les risques au travail. Voilà, donc sur la photo de gauche,
Donc, je vous ai mis une ponceuse de champ, donc avec une adaptation angulaire relativement flexible. Et ça évite aussi les risques de basculement. Donc, quand on a des champs qui sont plaqués ou quand on a des teintes également sur les champs, c'est plutôt intéressant d'investir sur ce type de ponceuse. Et sur la photo de droite, donc peut-être qu'il y en a qui connaissent, hein, c'est un témoin de ponçage. Donc là, on est sur de la poudre de graphique. Bon, ça existe également en liquide. Donc la photo elle est accentuée, c'est vraiment pour vous montrer le principe, hein. Ça permet de révéler les irrégularités quand on est sur la phase égrenage de vos produits et de chasser la la fameuse peau d'orange qu'on connaît tous et qu'on a souvent ou parfois des difficultés à voir suivant l'éclairage et suivant aussi la couleur du vernis ou la couleur de la laque. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, je vous ai mis donc là une table de ponçage ou banc de ponçage, ça dépend comment chacun le dit. Donc là, c'est dans nos locaux à Champs-sur-Marne également. Donc on peut voir sur la photo de gauche donc des ventouses de fixation donc réglables en hauteur donc pour adapter aussi au niveau ergonomique. Donc les bancs ou les tables de ponçage pareil se règlent en hauteur donc très très bien aussi quand on a différentes tailles d'utilisateurs. Et c'est aussi pardon un outil supplémentaire donc pour prévenir la les maladies professionnelles ou les arrêts de travail, hein. C'est important de le souligner, surtout quand on n'est pas beaucoup dans des petits ateliers. Voilà, on ressent souvent le manque quand on a une personne arrêtée, ne serait-ce que quelques jours. Et ça permet aussi également d'optimiser les espaces. Si jamais vous avez la partie application des finitions juste à côté de la partie préparation des pièces. Le banc de ponçage, donc avec une captation de la poussière intérieure, voilà, ça vous permet de limiter également les impuretés qui se baladent dans l'air et sur vos pièces dans l'atelier. Donc, pour la captation des poussières, je vous ai mis deux choix voilà, assez pertinents pour moi. Donc, ponctuel et itinérant. Donc là, voilà, les aspirateurs relativement courants qu'on peut trouver dans les petites et moyennes entreprises. Donc petite alerte sur les raccordements des outils. Donc voilà, faites vraiment attention. Suivant les fournisseurs, ils proposent plusieurs raccordements, donc pneumatiques ou électriques. Donc vraiment à faire attention. Voilà, donc les aspirateurs, on peut les retrouver de façon récurrente dans les ateliers, mais c'est très très bien aussi pour les chantiers nomades. Et ensuite, sur la gauche, les aspirations centralisées, donc avec branchement multiple. C'est vraiment un outil qui est vraiment très, très intéressant pardon, pour optimiser le poste de travail. Là, on peut voir la partie dépoussiérage, voilà, pour également les petits usinages, le ponçage. Voilà, c'est vraiment bien. Et contrairement à ce qu'on peut croire, là, donc c'est un focus sur vraiment toute une gamme avec les outils, mais adaptable également pour les petits ateliers, hein. C'est pas limité aussi aux grandes structures. Donc, toujours sur la captation des poussières, donc là sur la captation des poussières manuelles, donc il existe plusieurs types de tampons. Comme je vous ai mis sur la photo de gauche, hein, donc trois types de tampons. Et suivant les fournisseurs de consommables, on peut avoir des petites variantes. Et quels sont les critères de sélection? Mm. Alors le seul critère de sélection pour vraiment adapter aux besoins, c'est la taille des particules de poussière à enlever. Voilà. Attention également au prix des tampons
d'essuyage qui peuvent vite passer du simple au double. Donc pour vous donner un petit exemple, un tampon d'essuyage classique, on peut voir sur la gauche. Donc ça enlève toute taille de particules, donc c'est idéal avant la pulvérisation. On est sur une moyenne de 1 € par pièce et on peut passer vite au double. Donc le tampon gaufré, donc sur le milieu, celui qui est en blanc, qui lui est environ 2 € par pièce. Voilà, donc c'est bien de standardiser les consommables le mieux possible pour éviter aussi d'en avoir trop à stocker dans les ateliers. Mais voilà, pour ce type de consommable-là, c'est quand même un peu plus judicieux d'en avoir une panelle un peu plus nombreuse. Des outils à votre service. Donc, je vous ai mis quelques exemples et conseils pour améliorer donc la qualité de votre finition, gagner aussi euh, en rapidité. Donc les aiguilles à poussière sur la gauche, je les trouve vraiment très très bien. Elles permettent de retirer facilement les particules de poussière dans la peinture fraîche uniquement. Donc la tension de la peinture ensuite en surface se referme automatiquement et donc enlève la cavité qui s'est produite sur la poussière ou l'impureté. Donc c'est vraiment un outil très très bien malléable et qui évite parfois de prendre ce qu'on a sous la main dans la cabine pour vite enlever ce qui s'est déposé. Et ruban de masquage et ruban adhésif, donc j'ai mis bon, mauvais. En soi, il n'y a rien de bon et mauvais, hein. Faut juste faire attention à comment on les utilise. Donc ruban adhésif, l'utilisation, c'est plus pour les étapes d'assemblage ou ponctuellement dans l'atelier de finition, mais bon, c'est pas forcément, enfin, c'est pas fait pour réaliser un décor. Là, on peut voir sur la photo que voilà, il peut y avoir des défauts de découpe industrielle au niveau des arêtes, donc on n'a pas forcément quelque chose de net. Et la peinture peut migrer sous le ruban. Et le ruban de masquage, donc c'est des rubans souples, donc qui permettent un décor sans démarcation et assurent donc une ligne fluide. Euh, voilà, notamment aussi pour réaliser des décors courbes. Ensuite, donc là, c'est des outils un peu plus conséquents, donc en termes de taille et d'investissement, mais c'est un bon moyen également pour les finitions euh, dans tous les ateliers. Donc, sur la gauche, voilà une cabine ponctuelle. Donc, elle a été présentée il y a quelques mois. Donc là, c'est la photo dans nos locaux, donc dans l'atelier finition. Donc, ça, c'est le plus petit modèle hein, qui fait à peu près 3,50 m par 3 mètres. Donc, c'est ponctuel, mais très utile si vous n'avez pas la place pour une cabine de pulvérisation donc, de façon continue dans votre atelier. Donc, elle met environ 5 minutes à se gonfler. Pareil pour se dégonfler, un peu comme le principe d'une marque bien connue de tente. Donc, c'est également très, très pratique pour les chantiers si vous avez de la préparation ou de l'application en restant dans une atmosphère ventilée. Donc, voilà, c'est un outil qu'on a trouvé vraiment très, très bien chez nous. Et également, donc sur la droite, les chariots pour y entreposer donc les pièces avant pulvérisation ou après. Donc après, c'est les chariots qui sont dans la cabine, hein, restent dans la cabine parce que ça peut être vecteur de poussière. Donc c'est vraiment, on les présente plus, hein, tout le monde sait ce que c'est que les chariots, mais voilà, j'ai un petit focus quand même sur le fait que on évite de transporter les pièces sans trop d'efforts. Ça évite aussi les multiples manipulations, donc les risques d'éclat et aussi voilà, de taches de gras, etc., qu'on peut retrouver sur les pièces et par la suite les refus en finition.
Donc, c'est voilà, un outil plutôt judicieux avec un retour sur investissement qui se ressent de façon non négligeable. Et donc, pour finir sur le matériel actuel, donc un petit panel, hein, il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai mis quelques focus sur ces outils-là qui m'ont beaucoup plu. Donc sur la photo de gauche, on peut voir une lampe UV avec des mastiques. Donc la lampe, pour vous donner un ordre de poids, elle fait moins d'1 kilo, donc elle est vraiment très très ergonomique au niveau pour tout le monde. Euh, et, euh, et les mastiques UV, donc en fait, on a les mastiques grossiers, on a les mastiques transparents qu'on peut voir sur la photo de gauche. Donc c'est vraiment un gain de temps considérable. Moins de 5 secondes, le produit est sec. Donc ça permet aussi de reprendre les petits éclats de vernis, voilà, euh, de façon ponctuelle. Donc, on a été aussi très très content de tester ce produit-là. Et sur la partie de la photo de droite, pardon, donc marguerite de ponçage, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Donc ça permet d'enlever également les grains de poussière et les petits défauts d'application. Donc c'est assez idéal également pour pas avoir à repulvériser complètement la pièce. Donc plutôt préconisé pour le coup sur des vernis brillants, donc ponçage avec la marguerite, lustrage, polissage, et puis le tour est joué. Ça évite encore une fois de reprendre complètement la pièce. Donc, et dernier point sur le sujet numéro 1, donc ce sont les produits et les supports plus respectueux. Voilà, donc on en parle de plus en plus. Je vous ai mis deux fournisseurs assez connus peut-être pour vous, mais qui sont vraiment connus dans le milieu de la finition, donc pas forcément dans les petits et moyens ateliers. Voilà. Euh, donc Milady et Renner. Donc les clients se soucient vraiment de plus en plus de leur responsabilité environnementale. Et la santé revient également dans les priorités de consommation. Voilà, donc on n'est plus forcément sur le phénomène de surconsommation, mais l'importance vraiment de ce qu'on achète au niveau santé et environnemental. Donc pour l'instant, la majeure partie des finitions écologiques ou biosourcées sont développées pour le bois, mais on y va de plus en plus pour tous les supports. Donc ensuite, on a d'autres variantes, hein, procédés de recyclage procédés de recyclage des produits, des cycles d'économie circulaire. Et on peut retrouver aussi également de plus en plus donc des produits avec des composants de récupération, donc qui sont aussi une bonne alternative pour les finitions CMR et polluantes. Et donc, toujours dans la continuité du respect environnemental, voici quelques exemples de supports plus respectueux. Donc, je vous ai mis deux, euh, deux types, donc panneaux de particules et MDF. Voilà, donc, peut-être que vous les connaissez, ils sont sortis il y a quelques temps. Le Panther sur la partie de droite l'année dernière et le MDF l'année d'avant. Voilà, donc ça donne vraiment une démarche complète entre les produits plus respectueux et le support également. On parle même pas au niveau du côté recyclabilité, mais voilà, c'est quelque chose que les clients demandent de plus en plus et qui sont vraiment appréciables quand on peut leur proposer sans qu'ils aient besoin de le demander. Alors, nous arrivons maintenant sur le sujet 2 qui traite des pistolets. Vous aurez la présentation des différentes solutions, Mm. les critères de choix et enfin les réglages et maintenance. Ouais, merci Catherine.
Alors, sur la partie matériel d'application, donc pour l'ameublement, voilà, c'est assez courant de retrouver dans les ateliers la technologie pneumatique conventionnelle, hein, mais il y en a aussi d'autres, donc airless, haute pression, air assisté ou air mix et électrostatique. Voilà, donc je vous ai mis les petites icônes au milieu pour comprendre, enfin schématiser un petit peu le principe d'atomisation et la sortie du produit. Donc on voit nettement la différence suivant les technologies choisies. Et sur la partie de droite, donc c'est une moyenne par rapport à une entreprise également connue, donc sur le taux de transfert. Donc on voit vraiment la nette différence entre les technologies. Donc on a tendance à rester un petit peu sur le matériel qu'on a depuis des années parce qu'on connaît bien, etc. Mais c'est aussi judicieux de se poser la question s'il n'est pas pertinent de changer par rapport au support qu'on a à pulvériser et aussi à la quantité de produits qu'on a besoin régulièrement de façon quotidienne à appliquer dans la cabine. Et que veut dire le terme de taux de transfert? Alors le taux de transfert, donc là comme on peut le lire, c'est égal à la peinture pulvérisée qui atteint la pièce. Donc vraiment le côté voilà le produit qui reste sur la pièce. Donc tout ce qui est tout le reste, c'est ce qu'on appelle l'overspray, donc le brouillard. Donc c'est de la perte et de la gâche de produits. Donc pareil, le choix de la technologie est aussi judicieux et à ne pas négliger par rapport au taux de transfert. Donc on a une économie de peinture, voilà, une réduction de l'entretien de la cabine. Encore une fois, voilà, c'est pour ça que je vous ai mis au départ les, euh, les protections supplémentaires. Donc quand on a un taux de transfert qui est pas forcément très bon, on va avoir tendance à avoir beaucoup plus de maintenance au niveau du nettoyage de la cabine. Et réduction des COV, donc pour, euh, pour l'applicateur à y penser également. Donc réduction de coûts et respect environnemental également. Donc comment choisir sa technologie? Donc là on revient sur les quatre principaux technos de pulvérisation manuelle. Donc voilà, je vous ai mis des petites voilà les petits avantages. Bon, je vais pas dire inconvénients, mais voilà, la technologie airless ou air assisté, faut obligatoirement des pompes. Donc après, ça peut être intéressant si jamais vous avez beaucoup d'après, ou beaucoup de fond, ou même beaucoup de lac et de vernis hein, à passer régulièrement. La technologie airless est intéressante parce que sans air comprimé, donc ça réduit aussi vos coûts. Donc après, il faut arriver à s'y retrouver, que ça soit aussi rentable hein, pour vous. Parce que bon, après, il y a un temps aussi de nettoyage, mais voilà. Donc tous ces petits points à prendre en compte et le côté électrostatique, donc pour les pièces complexes et inaccessibles. Donc vraiment intéressant également pour pulvériser de la peinture liquide ou en poudre. Donc, toujours sur la partie réglage, réglage et maintenance donc de vos pistolets. Le... ah, pardon. Donc plus l'épaisseur de la buse est fine, meilleure sera la qualité d'atomisation. Donc on a tendance à choisir bien son pistolet ou donc son matériel, mais il y a aussi une partie importante, c'est la buse. Voilà, donc il en existe plusieurs diamètres, donc n'hésitez pas, même ne serait-ce qu'à avoir un seul pistolet, mais avoir plusieurs choix de buse. Voilà, ça donne aussi un bon panel euh, pour vous. euh, pour vous sur la qualité. Donc le choix des buses entre 0,8 et 1,2,
On va être sur des brouillards fins, donc idéal pour les finitions fines de type teinte. Sur environ 1,4, on va être sur les couches transparentes, donc les couches de fond monocouches. 1,6, on sera généralement pour la plupart des peintures, donc des revêtements, des lacs avec une viscosité moyenne. Et ensuite, on va passer sur des produits un peu plus avec une viscosité plus importante, donc 1,8, on va être sur les apprêts. Et ensuite 2,2, 2,5 sur plutôt les résines et les peintures épaisses. Donc partie maintenance, donc un petit focus aussi dans les ateliers où la maintenance, voilà, on n'a pas forcément le temps de démonter les pistolets de façon méthodique et régulière, mais j'insiste quand même là-dessus. C'est c'est un peu le principe des roues dans une voiture, hein. Si jamais le pistolet n'est pas nettoyé convenablement, vous aurez beau avoir un environnement hors poussière, avoir fait votre mélange, votre filtration de produits de façon irréprochable, le pistolet, c'est vraiment voilà, ce qui peut porter défaut sur la qualité de la finition. Donc la maintenance, donc le nettoyage doit être vraiment effectué de façon méthodique, sans outils métalliques abrasifs, voilà, très important. Bien nettoyer la buse et le pistolet de pulvérisation après chaque utilisation. Voilà, ça peut prendre peut-être pour vous beaucoup de temps, mais 5 minutes, c'est énormément de gagné derrière. Et aussi, si vous avez plusieurs utilisateurs, voilà, ça évite les conflits. Donc là, on peut voir sur la photo, utiliser une brosse à poil doux pour le nettoyage, donc de type petit goupillon synthétique. Nous arrivons sur le dernier sujet, sur Hop. la solution choix-usage, air comprimé et réseau de distribution, en 3 points, donc la présentation des différentes solutions, les critères de choix et les bonnes pratiques. Voilà, troisième et dernier sujet. Donc l'air comprimé, donc on n'en parle pas forcément beaucoup parce que voilà, on considère que c'est pas une partie intégrante à la finition et si. Voilà. Donc petit point qui était important quand même d'en discuter. Donc l'air comprimé, c'est environ 15% de la consommation électrique dans l'ameublement, donc c'est plutôt énorme. Je vous ai mis des petits avantages au niveau de l'outillage là qu'on peut voir sur la planche. Et donc les avantages et les inconvénients de l'air comprimé. Donc pour faire bref, voilà, je vais vous citer quelques exemples. Donc les avantages voilà, pour les petits ateliers, la lutte contre le vol, voilà, pour les outillages à main. Donc tout le monde n'a pas forcément de compresseur chez soi, donc c'est plutôt avantageux. Si on compare avec un outil électrique, un outil pneumatique est quand même plus puissant, à un poids égal, donc ça le rend un peu plus compact, léger, donc plus ergonomique en utilisation. L'air est un gaz aussi beaucoup plus sécuritaire que l'électricité. Et aussi, l'air comprimé est obligatoire pour la spécificité de l'outillage, donc pour tout ce qui est peinture, peinture pneumatique. Voilà. Et donc les inconvénients, parce qu'il y en a, l'air comprimé est cher à produire. Voilà, donc bien faire attention à comment on l'utilise. Et une installation d'air comprimé est aussi un facteur de pollution potentielle, comme les brouillards d'huile ou d'eau. Voilà. Et la rentabilité de cette source d'énergie est souvent perturbée par les fuites dans le réseau de distribution. Donc, comment choisir son compresseur?
Donc, il y a trois points importants, principaux pour le choix de son compresseur. Donc, l'utilisation, l'environnement et la quantité. Donc, l'utilisation va être, voilà, faut vraiment avoir un questionnement sur le côté continu, le côté saccadé pour chacun. Les horaires d'utilisation, donc si on est sur quelque chose de récurrent, si vous êtes en 2-8, en 3-8, si on a besoin 7 jours sur 7. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas pour ces 3 points-là. L'environnement, donc ça va être l'implantation de l'atelier. Donc si vous êtes en ville, si vous êtes en campagne, voilà, pour la sonorité aussi du compresseur. Et également, donc, au niveau environnement, la taille de l'atelier. Et dernier point, donc la quantité de volume d'air à produire. Donc, bien dimensionner son compresseur suivant le besoin en quantité. Les machines-outils, voilà, le nombre de machines-outils que vous avez besoin de façon pneumatique. Suivant le nombre de personnes que vous avez dans l'atelier, le nombre d'outils. Et ou cabine de peinture si vous en avez. Voilà, l'air comprimé est indispensable. Donc, comment bien dimensionner son réseau, donc son réseau de distribution. Donc, je vous donnais quelques exemples à pas faire au niveau de la dimension. Donc, vraiment, il faut connaître vos besoins. Ça sert à rien d'avoir un réseau surdimensionné si jamais on n'en a pas besoin, parce qu'on va multiplier les fuites et les pertes de pression. Ne pas négliger également la filtration, comme j'ai pu le dire auparavant, donc les fuites d'huile, les fuites d'eau, voilà, peut être catastrophique, surtout en finition. Ne pas ajuster la pression à ses besoins réels. Voilà, des fois, on a tendance à mettre un peu trop de pression, comme ça, on se dit, voilà, ça va permettre à ce que si jamais il y a plusieurs opérateurs, personne va râler, mais voilà, c'est pas forcément judicieux. Bien respecter les périodicités de la maintenance. Voilà. Et ne pas soigner l'architecture de son réseau de distribution. Voilà, faut vraiment bien prendre le temps de le penser et vous y serez gagnant par la suite. Les bonnes pratiques pour réduire sa consommation. Pardon. Donc, il y a 3 points également importants. Donc, la production, l'utilisation et la distribution. Donc, la production d'air comprimé, donc bien respecter encore une fois la maintenance, en particulier pour les filtres. Des fois, il suffit de pas grand-chose, hein, un filtre à changer et, euh, et on est bon pour quelques mois. Donc, bien ajuster la pression au besoin. Voilà, je le répète encore. Ne pas endommager le moteur en évitant la marche à vide. Voilà, c'est des choses qu'on peut retrouver assez fréquemment. Et éviter aussi les démarrages trop fréquents au niveau de la sollicitation du compresseur. L'utilisation, donc voilà l'exemple des problèmes d'eau dans le réseau. Donc bien ajuster la pression d'air aux besoins réels, vérifier systématiquement les pressions prescrites à l'aide de nanomètres, changement ou maintenance des mécanismes usés. Voilà, vraiment prendre soin de tout son réseau de distribution. Et l'utilisation, donc le choix de l'électrique au lieu du pneumatique dès que possible, si vous le pouvez. Et pour la distribution, donc minimiser les fuites d'air sur le réseau. Voilà, un taux de fuite acceptable, c'est environ 10%, mais on a tendance à être des fois le double, voire le triple, voire plus. Voilà, des petites fuites, on s'en rend pas compte, mais c'est littéralement de l'argent mis par les fenêtres. Donc les fuites les plus communes, c'est dans les flexibles, dans les raccords rapides, voilà, dans les colliers. Donc mettre en place une maintenance
assez accru pour la réparation des fuites. Utiliser de préférence une descente de réseau d'air, voilà. Et isoler les vannes d'arrêt dans les réseaux d'air non utilisés si les machines sont à l'arrêt. Voilà, n'hésitez pas à fermer les vannes pour minimiser les fuites et puis conserver votre pression. Voilà, mais j'espère que la présentation pardon, vous a plu. Donc, tous les sujets sont réunis dans 3 guides différents qui ont été réalisés avec tous les partenaires que vous voyez sur la planche et avec le soutien financier du Codifab. Donc, merci à tous les partenaires de nous avoir accompagnés dans la recherche de toutes ces petites astuces pour vous tous. Et donc, je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou alors à prendre contact avec moi directement par téléphone. Et puis, j'essaierai de répondre au mieux à vos besoins.